Là, ça commence à enregistrer, Blaise. Parfait. Plus de bêtises. Hola chicos, vamos a dejar un minutito o dos máximo que se vaya conectando la gente y empezamos enseguida, porque total, esto va a quedar grabado en la nube y lo que os comentábamos en donde tenéis las inscripciones en la web, vamos a dejarlo en abierto durante una semana para vosotros y luego pues para los que tenéis la acreditación pues podéis verlo cuando queráis que estará en el panel de usuarios de vuestro perfil. Est-ce que tu sais si les gens rentrent dans la Oui, salle? oui, OK, tu les oui, vois. oui. Pour l'instant, il y a 6 qui se sont connectés. OK. Est-ce que je les disais qu'on va commencer dans 20 minutes parce que de toute façon, on va enregistrer le webinaire et ils vont pouvoir les voir après. Je vais me mettre en mode avion. Oui, moi aussi. Parce que, donc, Blaise, dès que tu veux, on peut y aller, hein. Parfait. Alors, attends, je vais partager mon écran pour aller chercher Share. Et c'est parti. Est-ce que tu vois bien las super zapatillas de running? On voit bien. De hecho, vamos a empezar con el webinar, luego lo tendréis en la web. Os pasaremos un enlace, que tenemos vuestros mails. Os lo pasaremos mañana, ¿vale? No lo esperéis esta noche, mañana tendréis el mail y podréis tener acceso durante una semana. Quizás os dije que hasta el domingo, pero durante una semana dejaremos en abierto esto. Ok, C'est bon? Alors, j'inviterai les gens à essayer de répondre dans le chat. Et moi, j'ai une question toute simple pour tout le monde. Est-ce que les nouvelles chaussures à plaque de carbone, nouvelle génération, ont amélioré les chronos des coureurs, augmenté le nombre de records du monde, amélioré les performances, etc. C'est parti dans le chat. sí, quiere que sea un webinar interactivo, así que os propone que empecéis a escribir en el chat algunas preguntas, algunas respuestas sobre qué creéis sobre las zapatillas de running con placa de carbono. ¿Han mejorado el crono de los corredores? ¿Han hecho que se consigan récords del mundo? ¿Han mejorado el rendimiento de los populares? Podéis ir escribiendo lo que pensáis y vamos a ir comentando y vamos a ir analizando un poco todo. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens en pensent. Tenemos ganas de ver lo que pensáis sobre el tema. On va laisser les gens prendre le temps d'aller vers leur cadran. Peut-être sont en mode juste écoute. Eh, no, normalement, ils peuvent. ¿Habéis probado de escribir y quizás no se pueda? Alors, on peut continuer tout de même le temps de leur laisser répondre. Et j'ai envie de vous parler des records du monde. Tengo ganas de hablaros del récord del mundo. Parce qu'il y a une perception, en fin de compte, que depuis l'arrivée des chaussures à plaque de carbone, à peu près tous les records du monde ont été battus et de façon significative. Hay un poco la percepción de que después de que han llegado las zapatillas con placa de carbono, todos los récords del mundo se han ido batiendo. Alors ici, j'ai pris, en fin de compte, les records du monde, records pré-carbone, donc avant que les plaques de carbone soient intégrées. Ensuite, la première génération de plaques de carbone et le record actuel, la première ligne finalement. ¿Vale? Él ha ido cogiendo los diferentes récords del mundo, los récords del mundo de antes de la llegada de las zapatillas con placa de carbono
los récords del mundo que se hicieron con la primera generación de zapatillas de placa de carbono y con los récords del mundo que se han hecho con esta última. Donc ici, on est chez les hommes et on peut voir, par exemple, que sur 1500 mètres, finalement, Hicham El Guerrouj, en fin de compte, est toujours le recordman qui a été fait en 1998 et que malgré les plaques de carbone, rien n'a été battu et de loin, hein, 3,28,28, c'est 2 secondes plus lent, en fin de compte, que le record d'Hicham El Guerrouj. Cogemos el de 1500 en hombres y lo que vemos es que el récord de Hicham El Guerrouj, que se produjo en 1998, sigue siendo imbatible, sigue estando imbatido con 3,26 y los siguientes récords que se producen con estas zapatillas están lejos de llegar a los 3,26, 2 segundos más lentos, 3,28 con la primera generación y sigue siendo el récord del mundo. Par contre, sur 5000, 10 000 et 5 km, il y a un gars exceptionnel, Joshua Cheptegei, qui effectivement a posé des records du monde en 2020, c'est-à-dire la première année où on avait les plaques de carbone et le foam PEBA, les fameuses mousses particulières, nouvelle génération, en 2020. Sí, lo que vemos es que por contra en 5000, 10,000 y 5 kilómetros tenemos un chico excepcional que es Joshua Cheptegei, que sí que ha conseguido batir los récords del mundo ya en el año 2020 con la primera generación de las zapatillas de placa de carbono y con el famoso foam mousse que llevaban estas zapatillas. Alors, 5 mètres, c'est pas pareil que 5 kilomètres? Alors, le 5 km, on avait les mousses PEBA et les plaques de carbone, mais on les avait depuis 2016 déjà. Et en 2017, beaucoup de coureurs élites les avaient déjà. Et pourtant, ça a pris 3 ans de plus pour que Cheptegei, en fin de compte, batte le record sur 5 km route. Ok, los 5 kilómetros, la diferencia con el 5000 metros es que son 5 kilómetros en ruta y han tardado 3 años más en conseguir bajar el récord respecto al de 5000 metros en pista que se consiguió bajar 3 años antes. Mais les nouvelles chaussures sur la piste ont été intégrées en 2020. Donc, on pourrait laisser croire que la chaussure a peut-être aidé Joshua Cheptegei de battre les records du monde. Podríamos creer que el calzado tiene una influencia para que Joshua Cheptegei haya hecho el récord del mundo. La primera generación de placas de zapatillas con placa de carbono fue en 2020. Mais quand on regarde, en fin de compte, l'amélioration du chrono sur 5000 mètres, il a abaissé le chrono de Kenenisa Bekele qui avait été fait 16 ans auparavant, donc il y a bien, bien longtemps, seulement de 2 secondes. Si miramos el crono de 5000 metros, sí que consiguió bajarlo, pero consiguió bajarlo únicamente en 2 segundos, un récord que databa de hacía 16 años y solo en 2 segundos. Est-ce vraiment la chaussure? ¿Realmente es el calzado lo que ha hecho conseguir esto? Quand on va sur 10 km, route, le record a été battu en 2020, la même année, en fin de compte, où tous les records du monde ont été battus, ou presque. Encore une fois, 3 ans après l'intégration des chaussures nouvelle génération sur route par Ronex Kipruto. Sí, si cogemos los 10.000 kilómetros en asfalto, lo que vemos es que Kipruto también en el mismo año, en 2020, consiguió también bajar el récord del mundo. En 2020, un chose blesse, les chaussures première génération, c'est 2020 ou 2016? Alors, 2016-2017, les chaussures de route sont arrivées. 2020, les chaussures de piste sont arrivées. Vale. 2016-2017 son el calzado de asfalto y en 2020 es el calzado de pista de atletismo. Y es en el año 2020 que se empiezan a bajar los récords. Ronex Kipruto bat le record du monde en 2020 par une marge de 20 secondes exceptionnelle. Y sí que aquí es excepcional, se bate el récord del mundo en 20 segundos. Avec un équivalent de 1285 points de la World Athletic, c'est une performance très, très intéressante, très forte. Con la puntuación que da la World Athletic, 1285 puntos, realmente es una marca muy, muy fuerte, muy buena. Le problème, c'est que Ronex Kipruto avait une chaussure très minimaliste dans les pieds et non pas la nouvelle génération de chaussures à plaques de carbone. El problema es que Ronex Kipruto
aquí llevaba un calzado muy minimalista y no el calzado con el nuevo calzado con placa de carbono. Ensuite, on a eu un record du monde Bien. en 2010. Plus, Oui, alors, il a fait ça avec un chaussure minimaliste et pas avec la chaussure de plaque de carbone. exact. Bien. O sea que sí, que consiguió este récord con un calzado minimalista y no con el calzado de placa de carbono. Et bien évidemment, on a dernièrement Kelvin Kiptum qui a fait le nouveau record du monde sur marathon. Mais là, on est 2023. Et les plaques de carbone ont été intégrées en 2016-2017 avec Kipchoge, qui a battu avec cette chaussure-là le record du monde 2 ans plus tard, en 2018. Nous sommes en 2023. Ça veut dire 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 ans après que les plaques de carbone aient été intégrées dans les chaussures avec les nouveaux foams. La question, c'est est-ce vraiment la chaussure qui amène à battre des records du monde? Vemos el récord del mundo en maratón que ha conseguido recientemente Kiptum en 2023 con 2 horas 35. Es 7 años después, sí, empezaron en 2016-2017, de la aparición del calzado, del primer calzado con placa de carbono. ¿Realmente es el calzado con placa de carbono lo que ha hecho que consigamos esto? Sí que es verdad que anteriormente Kipchoge había logrado también marcas increíbles en maratón con ese calzado. Pero hasta Donc, el 2023 no hemos conseguido esta marca excepcional. quand je regarde le tableau des records du monde chez les hommes, par exemple, je suis Así, très interrogatif. así que cuando miro este cuadro de los récords del mundo de los hombres, me interrogo Certains, bastante sobre ello. certaines distances n'ont toujours pas été battues, certaines autres ont été faites avec des chaussures ancienne génération, certaines ont été faites 8 ans plus tard que l'intégration des chaussures. Donc, est-ce que vraiment la chaussure a changé quelque chose? Algunos récords no se han batido, algunos otros se han batido años más tarde, 7 o 8 años más tarde de la aparición del calzado, otros se han conseguido batir con calzado antiguo, minimalista. Así que realmente este calzado ha conseguido esta perfección que tenemos de bajar todos los récords del mundo. Et quand les records du monde sont battus par un individu exceptionnel, comme Joshua Cheptegei, peut-être que ça n'a rien à voir avec la chaussure, mais beaucoup plus avec la personne. Y cuando el récord del mundo lo bate una persona tan excepcional como Cheptegei, puede que el récord del mundo no tenga nada que ver con el calzado y sí con la persona. Donc, si on veut vraiment savoir ce qui se passe avec l'influence de la chaussure, il faut aller regarder la masse des coureurs et non pas seulement le premier ou le 10e. Así que si queremos ver realmente la influencia del calzado, hemos de ir a ver el conjunto de los corredores y no solo lo que hace el primero. Donc, nous avons ici, par exemple, la courbe du premier en bleu clair, la courbe du 10e meilleur chrono sur 1500 mètres, la courbe du 100e meilleur chrono et du 1000e meilleur chrono au monde à travers les années. Aquí lo que tenemos en esta gráfica es a través de los años la curva, la de arriba, el azul, del mejor tiempo, el primer mejor tiempo, del décimo, la segunda es la del décimo mejor tiempo, la tercera la del 100 mejor tiempo y la cuarta la del 1000 mejor tiempo. Donc, par exemple, nous avons sur 1500 mètres hommes, Ashbel Kiprop, qui en fin de compte a fait un super chrono en 2014-2015. Et nous avons ensuite, qui n'a pas battu le record d'Hicham El Guerrouj, qui avait été fait il y a plusieurs années, 1998. Et puis après ça, on a Jacob Ingebrigtsen qui essaye de battre ce record, mais qui n'y arrive pas. Mais on a, année après année, des performances qui sont plus ou moins bonnes selon les individus qui sont coureurs dans cette période-là. Así que tomamos, por ejemplo, la curva de arriba y lo que vemos es que a través de los años hay mejores y peores marcas, ¿sí? Que dependen de los individuos que las corren. Y en 1998 tenemos el récord de Hicham El Guerrouj. Luego en el año 2014-2015 está Kiprop, que pues hizo una muy buena marca. Y en los últimos años tenemos a Jacob Ingebrigtsen, que está intentando batir el récord y está ahí con un buen rendimiento, con una buena curva que va subiendo, pero que no llega a batir el récord. Y lo que Mais vemos es a través de los años las marcas que han ido haciendo.
De plus, ces athlètes élites vont tirer le peloton en arrière d'eux et vont souvent amener tout un groupe de personnes à améliorer leur performance. Et donc, on peut voir avec les améliorations de performance de la première place, des améliorations modérées mais présentes de la 10e place. Lo que vemos es que estas personas que se mueven en la primera plaza, ¿no? Van moviendo a un grupo de personas detrás de ellos que llegan también a mejorar su rendimiento. De hecho, el que haya una persona que tire más del grupo hace que los demás también acaben tirando y llegan a mejorar también, si os fijáis en las ondulaciones, el 10º mejor tiempo también mejora allá donde mejora el primer mejor tiempo. Es una reacción que se produce. Quand on regarde la 100e et la 1000e position, on voit une baisse de performance qui a été assez notable en 2020, relatif au COVID. Y en 2020 lo que vemos, si miramos sobre todo a partir la mejor marca del 100 y la mejor marca del 1000, del corredor número 1000, vemos que baja bastante el rendimiento, pero tiene que ver porque coincide con el COVID, fue en 2020. Sur la piste, les chaussures à plaque de carbone et mousse PEBA sont arrivées aussi en 2020 et donc étaient portées par les élites très en avant du peloton et auraient dû influencer grossièrement les 20 peut-être premières places au monde. En pista, lo que sí que mejoró la llegada de la placa de carbono y el FOAM, la mousse de PBA, llegó en 2020, que coincidió con el COVID, y hizo que sí que los 20 primeros corredores tuvieran unas marcas pues, mejores que los 100 y 1000, número 100, número 1000. Par contre, c'est à peu près tous les athlètes élites sur piste qui portaient des pointes, des spikes avec plaque de carbone et mousse PEBA en 2021. Est-ce que c'est dernier, Blaise? Presque tous les athlètes sur piste en 2021 portaient des spikes avec plaque de carbone et mousse PEBA. Casi todos los atletas en 2021 ya llevaban las spikes en el calzado de pista, la mousse de PBA y la placa, y todos mejoraban. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir si en 2021, les performances se sont améliorées par rapport à la moyenne des années précédentes. Lo que nos interesa es que si en el año 2021 la media ha mejorado respecto a los años anteriores. Et si la 100e ou la 1000e meilleure position s'est améliorée, ça veut dire que dans cette année particulière, il y a eu quelque chose qui nous a amené à améliorer les performances. Y si vemos que la número 100 y la número 1000 mejoran, quiere decir que hay algo ese año que nos ha llevado a mejorar. Donc, on peut voir ici que la 100e position, ben, ce n'est pas vraiment beaucoup amélioré en 2021, mais par contre, que la 1000e position, on avait des meilleures performances de l'ordre d'un peu moins de 1% sur l'année 2021. Sí, lo que vemos es que la media de mejora en el corredor número 100 prácticamente no ha mejorado en el año 2021. Si nos vamos a la posición de los corredores que llegaban en la posición número 1000, ahí por contra sí que vemos una mejora a nivel de rendimiento. Habían mejorado en torno al 1%. Y ahí sí que hay una mejora destacable. Donc, il serait possible ici que la chaussure à plaque de carbone intégrée en 2021 ait subtilement amélioré les performances sur piste. Así que en pista sí que podríamos decir que el calzado que llegó con placa de carbono podía haber mejorado sutilmente el rendimiento en pista. Par contre, peut-être qu'il y a d'autres facteurs aussi confondants qui auraient pu, dans cette année particulière, aider à l'amélioration des performances. Pero también podría haber otros factores confundantes, confluidos, que podrían haber ayudado a mejorar el rendimiento. On peut regarder la même chose sur marathon, et là, j'ai pris le marathon chez les femmes. Podemos mirar lo mismo en maratón, y aquí cogemos los datos de la maratón en chicas. Avec l'amélioration des performances de certaines personnes particulières, Marie Keitany, Bridget Kosgei et dernièrement Tigit Assefa. Sí, y vemos picos en los que destacaba el rendimiento de algunas personas en particular, Marie Keitany, Bridget Kosgei, Ruth Chepngetich.
qui y ya está. emportent un peu tout le monde, les 10 premières places en arrière d'eux. Y lo mismo, lo que vemos es que las 10 primeras plazas, lo que hacen estos picos en las primeras hace que las 10 primeras plazas también haya picos, vayan subiendo su rendimiento, mejorando. Alors, on voit par exemple que quand on regarde notre 1000e position ici, on a une amélioration quand même conséquente en 2019, qui est l'année où une bonne partie des athlètes élites avaient des chaussures à plaque de carbone avec mousse PEBA. ¿Sí? Si miramos la posición número 1000, ¿sí? La llegada de las corredoras en la posición número 1000, sí que hay aquí donde está señalando con la flecha, una mejora importante. ¿Qué pasó ese año? Ahí sí que es verdad que también en 2019 había la placa de carbono con el foam de PBA y ahí se mejoró el rendimiento de los corredores. Ce qui est intriguant, en fin de compte, c'est qu'il y a eu un petit boom en 2019, mais après ça, suite au COVID, avec un bon nombre de compétitions, on a vu une régression des chronos en 2021 et même en 2022. Y lo que es intrigante es ver que realmente luego hubo una bajada importante, sí que es verdad que coincide con el COVID, pero seguía siendo baja en 2021, incluso 2022. Donc, la question, c'est pourquoi il y aurait une augmentation des performances? La pregunta es, ¿por qué habría un aumento en el rendimiento? Avant de parler de la chaussure, on va énumérer quelques autres facteurs qui pourraient influencer les performances autant sur piste que sur route. Antes de hablar del calzado, vamos a hablar sobre otros factores que también podrían mejorar el rendimiento tanto en pista como en asfalto. La première chose, c'est qu'on a des meilleurs pacing et drafting. On a trouvé des manières de couper le vent aux athlètes sur marathon et on a des lumières d'allure depuis 2018 sur la piste pour essayer de battre les records du monde. Y lo que pasa es que tenemos un mejor pacing y drafting, hemos descubierto mejores maneras de cortar el viento y poder llevar mejor a los corredores. Y luego, lumière d'allure, ¿sí? Les lumières d'allure, c'est les petites lumières qui s'allument sur la piste pour donner le pace aux athlètes qui veulent battre les records du monde. Vale, y luego en pista lo que hay son luces progresivas que se van encendiendo para ayudar a los atletas que quieren batir el récord del mundo. On a aussi des technologies de surface de piste qui ont été intégrées nouvellement, par exemple à Tokyo, qui sont plus performantes. Lo que vemos es que también hay tecnología de superficie en pista, más tecnología nueva que ha ido apareciendo que se ha probado ahora en Tokio. On a aussi une plus grande accessibilité aux courses de la part des Africains de l'Est. Et je donne un exemple. En 2001, excusez, c'était seulement 19% des femmes qui venaient de l'Afrique de l'Est sur le ranking top 100 sur marathon. Y lo que también hay es más accesibilidad de los africanos del este. Por poneros un ejemplo, en 2001 solo había el 19%, en 2001, 19% de femmes qui venaient ici. Oui, de l'Afrique de l'Est. Sí, el 19% de mujeres de África del Este que podían venir aquí. 19%. Seulement 19% des 100 premières places sur marathon. Ah, el 19% de las 100 primeras plazas en maratón eran mujeres de África del Este. ¿En maintenant? 89%. Y ahora están en el 89%. O sea, vienen muchas más. C'est-à-dire que les Africains de l'Est ont plus de moyens pour voyager, pour venir dans les courses, et clairement, ça a augmenté de façon importante le niveau dans les courses sur route. Claramente tienen más facilidades para viajar ahora, vienen muchas más, y esto ha aumentado el rendimiento de las carreras de ruta, de asfalto. On a aussi des années particulières où on sait que les performances souvent augmentent un peu, qui sont les années de qualification olympique pour le marathon, qui est l'année précédant les Olympiques, donc 2011, 2015, 2019, et pour la piste, les années olympiques, c'est-à-dire 2012, 2016, 2020. Y lo que tenemos también son los años de calificación. Cuando vienen unas Olimpiadas, ¿no? En las que te tienes que clasificar para las Olimpiadas, pues ahí siempre se mejoran tiempos porque la gente está entrenando para entrar en las Olimpiadas. Entonces, para la maratón son los años precedentes al 2011, 2015, 2019 y para la pista, en pista, los años precedentes a 2012, 16, 20, 21. Par contre, quand on regarde les facteurs qui sont encore plus importants que ça,
le camp pandémie, c'est-à-dire la période où on a dû rester à la maison, moins voyager, bien récupérer, dormir comme il faut, améliorer sa forme parce qu'on avait moins de compétition, ce fameux camp pandémie a certainement eu une influence importante sur des records qui ont été faits dans les années 2020, 2021. Bueno, habla de que el campo pandemia, el hecho de haber tenido que estar en casa, descansando, con menos competiciones, menos estrés, lo que ha hecho es que en los años 2021 se hayan podido batir más récords. La pandémie a aussi permis à peut-être certains athlètes, malheureusement, de pouvoir se droguer plus facilement parce que les officiels ne voyageaient plus pendant cette période pour aller faire des tests inopinés. La pandemia también ha permitido a algunos corredores que se pudieran drogar más porque no podían hacerles visitas sorpresa para hacerles las pruebas, los test de si se habían drogado o no. L'autre chose, c'est qu'année après année, on a toujours des meilleures compréhensions des besoins, des meilleures connaissances en lien avec la disponibilité, entre autres, du web pour améliorer ses performances, c'est-à-dire tout ce qui est récupération, nutrition, les zones d'entraînement, la physiologie, etc. Los conocimientos en cuanto a nutrición, zonas de entrenamiento, la fisiología, todo ha ido mejorando, va mejorando y esto hace que también pues, el rendimiento vaya mejorando. Sabemos más cosas, Internet es más accesible y hace que podamos mejorar. Alors, à travers toutes ces choses-là qui ont pu améliorer les performances des coureurs, en fin de compte, quelle est la part de la chaussure et de ce qu'on nous promet avec ces plaques de carbone et ces foam PEBA? Una vez hemos visto todos estos otros factores, ¿cuál es el puesto del calzado dentro de esta mejora con sus promesas de mejora de marca? ¿Cuál es realmente el puesto del calzado? Actuellement, ce sont toutes les marques qui ont construit une chaussure de performance avec plaques de carbone. Ahora son todo tipo de marcas, o sea, todas las marcas las que han construido dentro de sus marcas un tipo de calzado con placa de carbono para rendir mejor. Avec l'objectif, bien évidemment, de faire la promotion de vous allez courir plus vite. Con la promoción, sí, la publicidad de deciros que vais a correr más rápido. Et ça a commencé par Nike qui a innové dans ce sens. Et Nike est un champion de l'innovation, a déjà créé les Free, les Shocks, les Air, et maintenant on est au Carbon Plate. Sí, esto empezó con Nike, que ha sido el campeón de la innovación, con el Free, el Sox, el Air, y ahora estamos con la placa de carbono. Alors, le truc pour commercialiser un produit, c'est d'abord d'essayer d'être innovant dans l'attrait vers le produit, donc quelque chose qui se vend de façon intéressante, comme ils l'ont fait avec les plaques de carbone. Et après ça, c'est de faire croire à un gros effet. Sí, para poder comercializar, lo que han de hacer es hacer creer realmente de que algo va a funcionar para lo que se vende, es decir, quieren que se mejoren las marcas, pues esto va a funcionar para mejorar la marca. Y luego lo que han de hacer es crear un gran efecto alrededor de esto. Vient ensuite le fait d'influencer l'inconscient collectif avec le fameux, par exemple, marathon sous les 2 heures. Influenciar el inconsciente colectivo, por ejemplo, con el famoso maratón sub-2. Bonifier l'effet placebo en laissant croire à du dopage technologique. Bonificar el efecto placebo, haciéndonos creer con el dopaje tecnológico. S'assurer d'en faire la norme en sponsorisant un maximum d'athlètes. Asegurarse de que esto sea una norma, sea algo normal, sí, sponsorizando al máximo de atletas posible. Et en dernier, s'assurer que les athlètes en deviennent suffisamment dépendants pour renouveler leur adhérence au produit. Y luego asegurarse de que el atleta cree una dependencia en esto para que necesite este producto. Donc, on va les reprendre un par un rapidement pour bien les expliquer. Así que vamos a tomar uno por uno rápidamente para explicarlos bien. Quand on parle d'innover avec un nouveau produit attrayant, c'est d'intégrer une plaque de carbone incurvée, une forme aérodynamique, un effet de rocker, la mousse PEBA, la nouvelle mousse génération, et après ça, un faible poids, un drop important, une grosse épaisseur, bingo, on a notre produit. Vale, cuando hablamos de innovar con un producto que sea atrayente para la gente, hablamos de un producto pues, con placa de carbono, con forma aerodinámica,
la mousse de la que hablábamos, Peba, un grosor de 40 milímetros, drop de 10 milímetros, que pese poco, y el efecto rocker. El efecto rocker, c'est L'effet rocker, c'est en fin de compte la courbe qui est en avant qui amène comme le fait de rouler vers l'avant. okay, el efecto rocker es esta curva que hay en estas zapatillas que te da la impresión de que te hace rodar hacia adelante. Quant au point 2, c'est de faire croire un gros effet. Et pour ça, ils ont engagé un groupe de scientifiques qui ont fait une étude avec des résultats impressionnants. Lo segundo es crear un gran efecto alrededor de esto. Entonces han cogido a un gran número de científicos para que esto Les sea posible. auteurs ont conclu avec leur étude que cette chaussure allait réduire le coût énergétique de la course de 4%, prédisaient que cette chaussure allait être la première à aller sous les 2 heures au marathon, mais cette étude a été sponsorisée par le Nike Sport Research Lab. Sí, lo que concluyeron estos autores, sí, estos científicos, es que este calzado iba a disminuir en un 4% el coste energético del corredor, que era un calzado que iba a batir las 2 horas en maratón. Y el problema es que este estudio estaba financiado por Nike, la investigación de Nike. Donc, il faut qu'on soit absolument très vigilant par rapport à des études sponsorisées qui plaisent à la marque et qui sont produites par la marque. Y hay que tener especial atención a estos estudios que los paga la propia marca, que los sponsoriza la propia marca. Le troisième point, c'est d'influencer l'inconscient collectif. Et le mieux pour ça, c'est l'idée géniale et louable, bien évidemment, de planifier un marathon sous la barrière mythique des 2 heures. Sí, el tercer punto es influenciar el inconsciente colectivo y qué mejor manera que hacerlo con el eslogan este de bajar de la barrera de las 2 horas en maratón. Alors pour ça, on a construit une chaussure et bien évidemment, ce marathon Sub2 a comme objectif numéro 1 de promouvoir cette nouvelle chaussure. Y para esto se ha promovido un nuevo calzado, que será el calzado con el que se batirá estas 2 horas en maratón. Alors, ce que Nike va faire, c'est investir beaucoup d'argent, 25 millions de dollars, pour organiser cette course. Lo que Nike va a hacer es gastar mucho dinero, invertir mucho dinero, 25 millones de dólares, para organizar todo esto. Il va engager les 3 meilleurs coureurs du moment pour essayer de leader ce marathon. Va a contratar a los 3 mejores corredores del momento para liderar esta maratón, dont Kipchoge, qui est le meilleur marathonien au monde à ce moment-là. Kipchoge, que era el mejor maratoniano del mundo en ese momento. On va s'organiser pour pouvoir courir sur une piste bien structurée et avec un triangle qui va couper le vent pour les 3 athlètes. ¿Sí? Se estructura en una pista que va a estar ideada para ello, con una disposición de los atletas en triángulo que va a cortar el viento para estos 3 atletas. En fait, on arrive à calculer qu'avec cette manière de faire, on arrive à avoir un effet d'aspiration sur Kipchoge et les 2 autres coureurs. Lo que está probado es que con esta manera de hacerlo se conseguía un efecto de aspiración sobre Kipchoge y los otros 2 corredores. Quand on regarde ce que ça amène, on pourrait économiser plus de 4 minutes et demie sur le marathon avec la Tesla en avant qui coupe le vent, en plus des lièvres qui coupent le vent. Y lo que vemos es que se puede reducir en 4 minutos y pico el tiempo de maratón con el Tesla que corta el viento y los corredores delante que cortan el viento. On engage donc une panoplie d'athlètes de haut niveau qui vont se relayer pour faire les lièvres. Sí, implicamos a muchos corredores que de alto nivel que van a relevarse para hacer de liebres. Et malheureusement, on n'y arrivera pas, 2 heures et 25 secondes. Y aún así no llegamos. Hace 2 horas 25 segundos. Même en trichant. Incluso haciendo trampas. Alors, on va décider de s'améliorer. Donc, on améliore le drafting, on augmente le nombre de lièvres, on trouve un environnement qui est encore meilleur et on recommence
encore une fois, pour promouvoir une nouvelle chaussure, mais encore soi-disant plus technologique. ¿Vale? Así que hemos de mejorar, vamos a conseguir un mejor drafting, vamos a conseguir más liebres, vamos a conseguir un entorno que sea mejor y vamos a crear un nuevo calzado con nueva tecnología que va a conseguir esto de bajar de las 2 horas. Et cette fois-ci, on y arrive. Y esta vez sí que lo consigue. C'était le projet Ineos Es el proyecto INEOS en 2019. en 2019. Le vrai record du monde de Kipchoge sera battu cette même année-là en 2h01.09, sans tricher. Sí, el récord del mundo que lo consiguió Kipchoge ese año en 2 horas 01 sin hacer trampas. Le record suave de Kipchoge 2:01. Tu parles pas le record de cette année, hein? Tu parles de Non, Kipchoge. celui de Kipchoge, de record du monde 2h01.09, qui va être battu par Kiplimo plus tard, cette année. Sí, sí, aquí sí que consiguió récord del mundo sin hacer trampas Kipchoge, que luego posteriormente este año lo han batido. Donc, tout ça, en fin de compte, pour influencer l'inconscient collectif et s'assurer d'en faire la norme. Todo esto para influenciar el inconsciente colectivo y para crear una norma. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont même réussi maintenant à créer des dépendances telles que les athlètes n'arrivent plus à se passer de ces chaussures et n'arrivent surtout pas à revenir à des chaussures plus simples et moins épaisses. Con lo que han conseguido es crear una dependencia tal que los atletas no son capaces de volver al calzado que utilizaban antes, más simple y menos grueso. Donc, je vais vous parler un petit peu de la science de ces fameuses chaussures et qu'est-ce qu'on en dit. Donc, j'ai envie de vous exposer ici une étude que je trouve vraiment intéressante. Y que En fait, ce vamos a qu'on a hablar un fait, poco, yeah, sí, vas-y. vamos a hablar un poco de ciencia y os voy a exponer un estudio que encuentro muy interesante sobre lo que dice sobre este tipo de calzado. Alors ici, c'est 12 coureurs masculins qui courent le 5 km autour de 16 minutes qu'on a fait venir en laboratoire pour les faire courir avec 7 différentes chaussures à plaque de carbone. Sí, en este estudio cogieron a 12 corredores que corrían los 5 kilómetros en unos 16 minutos y les hicieron correr con distintos calzados. On a regardé leur consommation d'oxygène avec un masque. Mirábamos el consumo de oxígeno con una máscara. Et en fin de compte, on a à partir de ça pu faire le ranking de quelle est la chaussure qui est la meilleure et qui est la plus efficace dans le groupe. Y con esto podíamos ver cuál era el calzado más eficaz en este grupo. Donc, je pose la question au groupe. Quelles sont, d'après vous, dans ces 8 chaussures, les chaussures les plus performantes, les 3 meilleures, et quelles sont les chaussures les moins performantes, les 3 moins bonnes? Y la pregunta que os hago es, ¿cuáles de estos 8 calzados son las 3 con las que se rinde mejor y las 3 con las que se rinde peor? Donc, lesquelles vont amener une moins grande consommation d'oxygène parce qu'elles nous aident à être plus économiques et lesquelles vont en avoir le plus? Con cuáles vais a conseguir un menor consumo de oxígeno porque son más económicas y con cuáles vais a consumir más oxígeno porque os hacen ser menos económicos. Alors, je vous laisse bien regarder l'ensemble de ces 8 chaussures. Sur ces 8 chaussures, tous ont une plaque de carbone, sauf celle qui est en haut à droite, qui est une ancienne génération de chaussures sans plaque de carbone. Vale, os dejo que penséis un poco y hagáis escojáis lo vuestro. Todos estos calzados, los 8, son calzados con placa de carbono, excepto la que está arriba a la derecha, la ASICS, de arriba a la derecha, Exact. que Yes. es ancien, que es una vieja generación sin placa de carbono. Alors, c'est parti. J'espère que vous avez fait votre ranking des 3 meilleures et des 3 moins bonnes et je vous le montre dans 10 secondes. Sí, pensarlo, escribirlo para vosotros, porque creo que no se puede escribir aquí en el chat, no sé por qué, no lo hemos habilitado, lo siento. Y ahora os lo mostramos. Alors, la gagnante du concours, la Nike Alpha Fly, suivie de la Nex. Et
de la méthode ASIC. La que gana el concurso es la Nike Alphafly, seguida de la Next y de la ASICS. De la ASICS con placa de carbono. Exact. Ce qui est très intéressant à travers ça, c'est qu'on observe ici une corrélation directe entre les chaussures qui sont les plus vues, les plus véhiculées et même les plus chères sur le marché. Lo que vemos es una relación, ¿no? Con el calzado que más vemos, que es más caro y eso que más vemos en el mercado. En fait, on peut se questionner sur l'effet placebo des chaussures, parce que celles qu'on voit le plus, qui sont le plus utilisées par les athlètes élites depuis le plus longtemps, sont aussi celles qui améliorent le plus la performance. Ont-elles vraiment quelque chose de particulier ou est-ce simplement parce qu'on les a tellement vues et que les athlètes qui les ont testées connaissaient bien évidemment l'ensemble de ces chaussures-là, avaient des sensations ou une perception que ces chaussures-là étaient plus rapides? Hemos de pensar también en el efecto placebo, ¿no? De estar viendo siempre el mismo calzado que llevan los atletas y ellos mismos ya piensan que con ese calzado van a mejorar el rendimiento. Por contra, otro calzado que no vemos en los atletas, que vemos menos, pues... Alors, actuellement, ce qui est intéressant de cette étude, en fin de compte, c'est qu'il est très difficile de connaître l'influence des perceptions et des croyances sur la grandeur de la mesure de l'économie de course. C'est-à-dire que, est-ce que lorsque l'on croit une chaussure qui va être plus performante, ça va nous amener à être plus économique avec cette chaussure-là? Excuse, Blaise. Reviens sur ça. Ouais. C'est la dernière phrase qui est en bas. Il est difficile actuellement de connaître l'influence des perceptions et des croyances sur la grandeur de la mesure de l'économie de course. C'est-à-dire que si on croit qu'une chaussure est meilleure, parce qu'on l'a vu dans les pieds de Kipchoge, ou etc., il y a plus de probabilité qu'elle nous aide à être plus économique. Esto tiene relación con el efecto placebo, que realmente si vemos que un calzado lo lleva Kipchoge, esto hace que seguramente nos creamos que vamos a correr mejor con él. Y es difícil que podamos establecer una relación real sobre el beneficio que nos aporta este tipo de calzado. Donc, si je vous parle de cette fameuse étude, la toute première, publiée par Oakhammer, en fin de compte, il a pris 18 coureurs hommes qui couraient moins de 31 minutes sur 10 km et ils ont comparé 3 types de chaussures de course. Et ils ont constaté, en fin de compte, que les... Si os hablo de este primer estudio que hizo Oakhammer, cogió a 18 corredores que todos ellos corrían en menos de 31 minutos y les hizo correr con 3 tipos de calzado. Ils ont constaté, en fin de compte, que les chaussures Nike Vaporfly 4%, qu'on a nommé 4% pour cette raison-là, réduisaient le coût énergétique chez ces patients, chez ces coureurs, de 4%. Sí, lo que han constatado es que reducían el coste energético en un 4% de media, por eso les han llamado las Nike Vaporfly 4%. Alors, la Nike avait été comparée à la Adidas, qui était classiquement utilisée pour les marathons, et à une autre, la Nike Streak 6, qui, en fin de compte, était ici plus utilisée par les athlètes élites avant le nouveau prototype de Nike. Sí, la que se comparó fue la Nike, la Vaporfly, con las Adidas con las que se corrían antes las maratones y con las Nike NS que también corrían las maratones algunos de los atletas élite antes de la aparición del calzado con placa de carbono. Le gros avantage des nouveaux foam PEBA, c'est qu'ils sont plus légers. La ventaja del nuevo foam PEBA es que es más ligero. Donc, on a réussi à créer une chaussure plus maximaliste, plus épaisse, mais plus légère. Con lo que hemos conseguido un calzado maximalista más grueso, pero más ligero. L'autre chose, en fin de compte, qu'on a constaté qui était intéressant, c'est que les attaqueurs talons qui couraient avec cette chaussure-là étaient plus économiques que les coureurs qui étaient plus tendance mi-pied avant-pied. Lo que hemos descubierto también es que los corredores que atacan de talón eran más económicos con este calzado que los corredores que atacaban de medio pie antepié. Et que plus on va vite, plus la chaussure a une influence sur l'économie de course. Que cuanto más rápido vamos,
más influencia tiene este calzado sobre la economía de carrera? Le problème avec cette étude, c'est qu'elle a été financée par Nike et que les auteurs sont payés, plusieurs ont été payés par Nike. El problema de este estudio es que está financiado por Nike y que los autores han sido pagados por Nike. Et que depuis, on a plusieurs publications qui ont essayé de déterminer c'était quoi l'avantage en pourcentage de ces chaussures et personne n'a réussi à arriver à des chiffres aussi impressionnants que le 4% en comparaison avec des chaussures de poids équivalent. Después sí que han ido apareciendo otros estudios y nadie ha conseguido extrapolar ese 4% del que Donc, hablaba este estudio de Nike, d'où l'importance d'être très critique par rapport à ces études-là. con calzado del mismo peso. De aquí la importancia de ser crítico con este tipo de estudio, con este estudio. L'innovation intéressante qu'ils ont fait ne réside pas dans la plaque de carbone, mais dans la mousse utilisée. Lo que es interesante no es tanto la placa de carbono, es sí la mousse que utilizan. Classiquement, les chaussures ont été beaucoup. L'EVA a été intégré dans la majorité des chaussures de course. ¿Le PBA? L'EVA, Ah, le EVA. éthylène, Sí, vinyle, acétate. sí, sí, el EVA sí que se integró en muchos de los calzados. Et la mousse PEBA, le polyéther blocamide, a été intégré et c'est une mousse beaucoup plus légère. Y cuando se ha integrado el PEBA, que es el polieter block amide, este último que está en verde, es una mousse mucho más ligera. En plus, cette mousse, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus compliante et plus résiliente. Ça veut dire qu'elle va absorber davantage, mais redonner davantage d'énergie. Es una mousse que es más compliant y resiliente. Esto lo que significa es que absorbe y relanza la energía. Le retour d'énergie est à 87% comparé à 66% pour les EVA. El retorno de energía del PEBA es del 87% comparado con el 66% de las EVA. Par contre, il faut se rappeler que le retour d'énergie des chaussures reste minime par rapport à ce que notre corps fait. Pero el retorno de energía es mínimo respecto a lo que nuestro cuerpo hace. On parle de 3,6 à 7,5 joules pour les chaussures, comparé à 42 joules pour le tendon d'Achille. Si hablamos del calzado, hablamos de 3,6 joules, 7,5 joules, en comparación con el tendón de Aquiles que está a 42 joules. Et 140 joules pour l'ensemble de la jambe. Y 140 joules para el conjunto de la pierna. Aquí hablamos del retorno de energía, ¿eh? El retorno de energía que nos proporciona nuestro propio cuerpo o el retorno de energía que conseguimos con el calzado. Et que le meilleur retour d'énergie possible reste le pied nu. Y que el mejor retorno de energía sigue siendo el pie descalzo. Avant 2017, on courait les courses pour performer avec des chaussures le plus minces possible pour être le plus léger possible, à peu près 100 grammes. Antes de 2017, para rendir lo mejor posible, corríamos con el calzado más minimalista, ¿no? Menos grueso posible, porque queríamos que pesara lo menos posible, unos 100 gramos. Le problème, c'est que la majorité des entraînements étaient faits avec des chaussures de 350 grammes. El problema es que la mayoría de los entrenamientos se hacían con calzados de 350 gramos. Il y avait même des chaussures dans les années 2010 et un peu avant, la 1122 de New Balance, qui pesait près de 500 grammes. Había incluso en los años 2010 algún calzado como el de New Balance que pesaba cerca de los 500 gramos. Donc, faire 80% de son volume d'entraînement avec des grosses chaussures ne permettait pas aux marathoniens de faire l'ensemble du marathon avec des chaussures de 100 grammes, même si ça aurait été la meilleure chose à faire pour performer. Así que incluso si era la mejor manera de conseguir hacer una maratón con menos tiempo, de mejorar el rendimiento, el utilizar este calzado de 100 gramos, si el 80% del entrenamiento lo hacías con un calzado pesado, hacía que el maratoniano no consiguiera hacer la maratón con el calzado menos pesado. Donc, on n'avait pas le choix du compromis. Un peu plus légère, mais quand même avec un certain amorti. Des chaussures de 220 à 240 grammes.
Así que aun a sabiendas de que la mejor manera de rendir era este calzado de 100 gramos, teníamos que coger un intermedio, un calzado como este de Adidas de unos 220 gramos, que era un intermedio y ya no había tanta diferencia con lo que entrenábamos y un Et poco más. comme, et comme les coureurs, en fin de compte, avaient l'habitude de courir plus de 80% de leur volume avec des grosses chaussures, courir avec ces chaussures moyen malistes permettait à ces coureurs de faire le marathon, mais de finir le marathon parfois avec plusieurs courbatures musculaires. El hecho de correr el 80% del volumen con este calzado de 300 y pico gramos, 350 gramos, permitía poder acabar el maratón con este calzado de 200 y pico gramos, con algo de, incluso con algo de agujetas, pero podían acabar bien el maratón. On était aussi capable avant de dire, de faire une corrélation directe entre le poids des chaussures et leur niveau de minimalisme. Plus les chaussures étaient légères, plus leur indice minimaliste était élevé. Antes había una relación entre, entre este calzado y el índice minimalista. Más ligero era el calzado, mayor era el índice minimalista del calzado. La vraie innovation de la chaussure Nike Vaporfly 4%, c'est le fait d'avoir fait une chaussure qui était maximaliste, mais très légère. La verdadera innovación de las Nike Alpha Fly es haber realizado un calzado maximalista muy ligero, o sea, un calzado amortiguado, pero muy ligero. Une chaussure qui ressemble à l'ensemble des chaussures maximalistes d'entraînement, mais avec un poids qui s'approche davantage des chaussures de performance. Es un calzado que tiene la apariencia del calzado con el que entrenaban antes, de 350 gramos, pero que baja mucho el peso. Parce qu'on est arrivé à descendre la Vaporfly Next à 180 grammes, comparé à l'ancienne génération qui faisait 220-240. Sí, porque hemos conseguido bajar el peso de las Nike Next a 180 gramos comparada con la antigua generación que pesaban 220-240 gramos. Quand on regarde Haile Gebrselassie, en fin de compte, il courait avec des chaussures de 230 grammes en compétition, celle avec laquelle il a fait son record du monde, mais en s'entraînant avec des chaussures plus grosses. Sí, si vemos a Haile Gebrselassie hizo su récord del mundo, con calzado de 230 gramos, a pesar de que se entrenaba con un calzado de 330 gramos. Même chose pour Kimetto, un peu plus tard, qui s'est entraîné avec les Adios Boost 2, qui faisait 224 grammes pour faire son record sur marathon. Se entraînait avec les Supernova. Il s'entraînait avec sa Supernova, mais il a fait son record du monde du marathon en 2014 avec la Adidas Adios Boost 2 de 224 grammes. Lo mismo Kimetto que Gebrselassie consiguió récord del mundo con unas Adios Boost de 224 gramos cuando él se entrenaba con un calzado de 326 gramos. Et c'est la même chose pour Kipchoge. Kipchoge, en fin de compte, lui était sponsorisé non pas par Adidas, mais Nike. Donc, il avait tendance à faire ses compétitions avec la Zoom Streak 6, mais s'entraînait avec des Air Zoom Pegasus. Lo mismo con Kipchoge, él tenía tendencia a hacer la competición, a correr con las Zoom Streak 6 de 193 gramos y a entrenarse con las Pegasus de 300 gramos. Donc là, on parle de 2016, avant l'été 2016, où les chaussures à plaque de carbone ont été intégrées. Y aquí hablamos de antes de 2016, antes del verano de 2016, donde se integraron el calzado con placa de carbono. Donc, ce que je vous propose, c'est de rapidement regarder, en fin de compte, quelques études qu'on ne détaillera pas en détail, mais les études qui nous montrent pourquoi on peut améliorer les performances avec les chaussures. Os propongo mirar unos cuantos estudios que nos muestran, nos dicen cómo podemos mejorar nuestro rendimiento a través del peso del calzado. Il est clair actuellement que le poids de la chaussure est le facteur qui a le plus d'influence sur nos performances. Actualmente está claro que el peso del calzado
es lo más importante en cuanto a influencias sobre nuestro rendimiento. Et je passe vite sur ces études pour vous montrer celles que nous avons faites avec Kim Eber-Lausier en Nouvelle-Zélande. Os muestro un estudio que él ha hecho junto a Kim Eber-Lausier de Nueva Zelanda. En fait, on a testé différentes chaussures, dont la Vaporfly 4% et une chaussure de performance ancienne génération très minimaliste. Sí, han testado dos tipos de calzado, la Alpha Fly antigua generación y un calzado muy minimalista. C'était la Vaporfly. La Vaporfly, perdón, era. On les a peinturées en noir pour essayer de diminuer l'effet placebo. El calzado que proporcionaban era negro para disminuir el efecto placebo. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 18 coureurs et on les a fait courir dans chacune des 3 chaussures. Han cogido a 18 corredores y los han hecho correr con estos 3 calzados. On a fait des tests sur l'économie de course, la consommation d'oxygène et sur la performance. Han hecho test sobre la economía de carrera, es decir, el consumo de oxígeno, y sobre el rendimiento. En fait, l'économie de course entre les 2 chaussures n'a pas vraiment changé. Lo que es la economía de carrera entre los dos calzados prácticamente no ha cambiado. N'était pas différente, je devrais dire. Cuando hablamos de los calzados, hablamos de las Vaporfly y las minimalistas. Exactement. Mais était nettement mieux que leurs chaussures générales pour lesquelles ils couraient habituellement. Y las dos eran claramente superiores, mejores que el calzado con el que corrían habitualmente, el tradicional. Probablement en lien avec le fait que ces chaussures-là étaient plus légères. Probablemente en relación con que estos dos calzados eran más ligeros. Mais sur l'économie de course, il n'y avait pas de différence entre les 2 types de chaussures. Pero con la economía de carrera no había diferencia entre los dos tipos de calzado. Tandis que sur la performance, ils couraient plus vite avec les Vaporfly. Aunque en cuanto a rendimiento sí que corrían más rápido con las Vaporfly. Par contre, on a constaté que dans les échelles de confort des chaussures, ils étaient moins confortables dans la chaussure plus minimaliste. Lo que sí que hemos visto, constatado, es que se sentían menos cómodos con el calzado más minimalista. Probablement parce que la chaussure Vaporfly ressemblait davantage à leur chaussure habituelle. Probablemente porque el calzado Vaporfly se parecía más al calzado que utilizaban ellos, tradicional. Une autre étude intéressante de Knopp a montré une variabilité interindividuelle phénoménale entre les différents types de chaussures. Otro estudio fenomenal de Knopp ha mostrado una variabilidad interpersonal entre los distintos tipos de calzado. En testant des Kenyans de niveau mondial et des Européens bien entraînés et récréatifs, on a constaté des différences allant de moins 11 à plus 11 de bénéfices. Okay. Cogió a kenianos élite y a europeos con muy buen rendimiento y vio una diferencia de menos 11 a más 11%. Et de façon générale, ils ont observé des bénéfices très modérés sur l'économie de course avec les chaussures nouvelle génération. Y un beneficio muy moderado con el calzado de nueva generación. Quand on regarde la chaussure moderne et ses caractéristiques pour améliorer les performances. Si on revient en arrière, oui. Okay. Moins 11% à plus 11%, et c'est modéré seulement? Non, c'est des grandes variabilités interindividuelles, mais quand tu fais la moyenne d'amélioration, c'est des effets beaucoup plus petits. Había una gran variabilidad interindividual. Sí, en una misma persona podía variar mucho, pero cuando cogían la media, la variación era muy pequeña. Quand on prend la moyenne, l'amélioration de l'économie de course est de à peine 1%. Cuando cogen la media, la economía de carrera es de apenas un 1%. Mais quand on prend les individus, la variabilité est énorme. Pero cuando cogemos el individuo uno por uno, la variabilidad es enorme. Il est clair actuellement que le poids est le critère numéro 1 sur l'amélioration des performances. Está claro que el peso es el criterio número 1
a nivel de rendimiento. Mais certains se questionnent si l'épaisseur, l'amorti, le drop, les antipronateurs, les types de mousse, la rigidité et la plaque de carbone ont une influence sur la performance. Pero muchos se siguen cuestionando si todas estas cosas, ¿no? El drop, la amortiguación, el grosor, antipronadores, el tipo de mousse, el efecto vascular, la rigidez, el confort, el aerodinámismo, tiene un efecto en el rendimiento. Donc, je vais finir avec quelques diapos, mais que je vais passer très vite. La rigidité, qui est la plaque de carbone, n'a pas d'influence sur la performance. Vamos a pasar sobre unas diapositivas bastante rápido. La rigidez, que es la placa de carbono, no tiene influencia sobre el rendimiento. C'est-à-dire que si on coupe la plaque de carbone en petits morceaux versus elle est intègre et rigide, on ne voit pas de différence sur l'économie de course. Así que si cortamos si on coupe, si es rígida, Si on la coupe versus ouais, si on ne la coupe pas, donc que la chaussure est beaucoup plus rigide, il n'y a pas de différence. si rompemos la placa de carbono y entonces es menos rígida, y si no la rompemos, que es más rígida, no hay diferencia en cuanto a rendimiento. OK. Ensuite, l'amorti a un petit effet d'amélioration de la performance et de l'économie de course, mais chez les adaptés à l'amorti. La amortiguación sí que puede tener un pequeño efecto en cuanto a rendimiento y economía de carrera, pero si está adaptado a esta amortiguación. Le confort a aussi un effet sur la performance et l'économie de course. La comodidad también tiene un efecto sobre la economía de carrera y el rendimiento. C'est-à-dire être plus confortable améliore les performances. Es decir, si estás más cómodo, mejora el rendimiento. Donc, je conclus ce webinaire avec une liste de choses que l'on connaît sur la chaussure actuellement. Y vamos a concluir con una pequeña lista de cosas que sabemos actualmente. Le poids de la chaussure augmente la consommation d'oxygène de façon très claire. El peso del calzado aumenta el consumo de oxígeno de manera muy clara. C'est le critère numéro 1. Es el criterio número 1. Pour chaque 100 grammes dans les pieds, ça augmente de 1% la consommation d'oxygène. Por cada 100 gramos de más en el pie, aumentamos un 1% el consumo de oxígeno. Et une économie énergétique de 1% améliore la performance en moyenne de 0,78 chez le coureur récréatif et de 0,6 chez le coureur élite. Y una economía de un 1% se traduce en una mejora en el rendimiento de un 0,78% en el corredor popular y de un 0,6% más o menos en el corredor élite. Plus on va vite, plus le poids de la chaussure a une influence négative. Cuanto más rápido vamos, más negativo es el peso del calzado en el individuo. Un des critères pour savoir si la chaussure va être plus performante, c'est de se rapprocher des habitudes de chaussage, autant sur la rigidité que sur l'amorti. Sí, una de las cosas que va a hacer que corramos, que rindamos mejor es la costumbre de calzado que utilicemos en el día a día. Si el calzado de carrera se aproxima a nuestra costumbre de calzado, vamos a rendir mejor. Si vous êtes habitué à des chaussures... Yes, just Oui. instant. Okay. Si tu es habitué à des chaussures plus minimalistes actuellement, on ne sait pas si ces chaussures-là vont améliorer tes performances. Si estás acostumbrado a llevar un calzado minimalista en tu día a día, no sabemos si este calzado va a mejorar tu rendimiento. Donc, si je vous donne tous les trucs pour améliorer la performance et que vous êtes adapté aux chaussures traditionnelles, Así que si os doy todos los trucos para mejorar el rendimiento, si estáis acostumbrados al calzado tradicional, le premier critère, c'est d'avoir des chaussures le plus léger possible. el primer criterio es tener el calzado lo más ligero posible. Qui sont proches de vos habitudes au niveau absorption, rigidité et sensation. Que esté cerca de vuestras costumbres a nivel de amortiguación, rigidez y de sensaciones. Et qui vous amène à être confortable. Que os sintáis cómodos con él. Et bien évidemment,
on va choisir des chaussures qui vont avoir une bonne accroche au sol et qui vont enlever certaines sensations nociceptives qui pourraient vous ralentir. Un calzado que se ancle bien en el suelo, con el que no patinéis, y que eliminen algunas de las sensaciones nociceptivas dolorosas que podáis tener. Présentement, quand on regarde la science de la chaussure à plaque de carbone avec les formes PEBA, on peut dire qu'elle est insuffisante pour tirer des conclusions solides. Actualmente no podemos tirar conclusiones sólidas sobre este calzado con placa de carbono y foam PBA. Et que plusieurs études ont été sponsorisées par l'industrie, ce qui nous rend toujours un peu plus suspicieux. Y aún somos un poco más, nos crea un poco de duda el hecho de que estos estudios hayan estado sponsorizados por la misma industria. L'effet de ces chaussures sur la performance est actuellement de moins de 1%. El efecto de este calzado sobre el rendimiento actualmente es de menos del 1%. Si jamais vous travaillez en côte, par exemple en trail, l'effet est encore moins grand. Y si trabajáis en cuestas, por ejemplo en trail, el efecto todavía es menor. Il y a une très grande variabilité individuelle. Donc, si jamais vous faites partie de ceux pour lesquels la chaussure ne fonctionne pas, il est possible que ça détériore vos performances. Hay una gran variabilidad individual, como hemos visto. Si formáis parte de esa variabilidad en la que el calzado no os va bien, vais a bajar el rendimiento. Il existe actuellement des facteurs prédictifs de l'efficacité de ce type de chaussure-là. Si vous êtes un attaqueur talon, avec des cadences basses, vous y croyez, vous êtes habitué déjà aux grosses chaussures, cette chaussure-là aura certainement un plus grand effet sur votre performance. Sí, hay un factor predictivo de eficacia de este tipo de calzado. Si sois un corredor que ataca de talón, con una cadencia lenta, es una biomecánica que no es óptima, pues seguramente, y creéis que este calzado os va a ayudar, pues seguramente que este calzado os ayude. L'autre chose, c'est que l'avantage numéro 1 de cette chaussure, et il faut bien se rappeler, c'est la légèreté d'une chaussure maximaliste. La otra ventaja de este tipo de calzado es la ligereza dentro de un calzado maximalista. L'effet n'est pas associé à la plaque de carbone, mais davantage probablement à la mousse PEBA. El efecto de no asociar el beneficio a la placa de carbono, sino al foam de PEBA. Une mousse qui est plus légère et une chaussure qui va maximiser l'effet placebo chez le coureur. Es una mousse, un foam que es más ligero y que va a maximizar el efecto placebo en el corredor. Cette chaussure a aussi des effets biomécaniques, c'est-à-dire qu'elle va ralentir la cadence et augmenter le temps de contact au sol. Va a tener efectos biomecánicos este calzado, va a ralentizar la cadencia y aumentar el tiempo va a ralentir la cadencia. La chaussure ralentit, quand on porte ces chaussures, on ralentit notre cadence et on augmente le temps de contact au sol. ¿Vale? Aumentamos el tiempo de contacto en el suelo y ralentizamos la cadencia cuando llevamos este tipo de calzado. On a aussi des effets sur les blessures qui commencent à être connues, dont les fractures de stress du talus. Tenemos efectos tenemos efectos en forma de lesión, empiezan a ser conocidos como, por ejemplo, fracturas de estrés en el talus. Et le dernier point sur l'état des lieux, c'est que la croyance populaire sur leur efficacité est extrêmement bien ancrée. Tout le monde y croit, personne ne les teste vraiment par contre en laboratoire et tout le monde est prêt à payer le gros prix. Problema. Ahora la creencia popular sobre la eficacia de este tipo de calzados ya ha llegado a todo el mundo cree en ello, pero no está testado en laboratorio, pero todo el mundo está dispuesto a pagar caro aún y no haber resultados en laboratorio. Voilà pour mettre la table pour cette partie-là. Est-ce que certaines personnes ont des questions, des interrogations? Alors, on a le question-réponse, on a le chat. Ne vous gênez pas si vous en avez. Et on peut attendre quelques minutes si certains ont des questions. Podemos esperar algunos minutos si algunos tenéis preguntas. Lo que no sé si no preguntáis por qué no se puede o... A ver.
Alors, pour une première, c'est les chaussures, je ne sais pas combien elles sont détaillées en Espagne, mais de façon générale, on parle entre 300 et 400 euros pour les chaussures Nike, Alphafly, Vaporfly Next, etc. No sabe aquí en España cuánto se venden, pero hablamos de 300, 400 euros allá en Canadá. La Ay, nouvelle qui vient de sortir, qui est la Adidas, avec laquelle on a eu un nouveau record du monde sur marathon chez les femmes, est détaillée 500 euros. la nueva Adidas, que viene a hacer un récord del mundo en mujeres, en maratón, se vende a 500 euros. Qui est une valorisation qui est fortement plus importante que le coût de production. Es más importante que el coste de factura. El hecho de que haya ganado. J'ai pas compris celle-ci. La valorisation de cette chaussure, le prix pour lequel on le vend, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que combien ça coûte pour la fabriquer. Bueno, sí. Cuesta mucho más cara que lo que realmente cuesta fabricarla. Alors, juste pour conclure sur cette conférence, en fin de compte, il y a Ah, actuellement... Ouais, vas-y. hay- oui, on a une question. Il y a quelques études qui confirment les fractures de stress avec l'usage de la plaque. Oui, fracture de Eh, stress pour le talus naviculaire. ¿Vale? Sí, fractura de estrés, se ha dado algún caso en algún estudio, fractura del talus a nivel del hueso navicular. ¿Y por qué? ¿Tú sais les raisons pourquoi? La raison probable, c'est qu'il y a un changement des forces appliquées à l'intérieur du pied. C'est-à-dire que quand on court avec une certaine flexibilité de semelle, en fin de compte, on a des charges qui vont être plus importantes à l'avant-pied. Quand on court sur une plaque de carbone avec un effet rocker, on va transférer les forces et on va charger davantage la mi-pied. Ok. Dice que con el efecto rocker, que es esta curva que se da en este tipo de calzado, vamos a cargar más el antepié. Parce que sinon, on charge plus l'avant-pied. Grossièrement, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussures vont changer un peu où les forces sont appliquées. Et quand on se fait une fracture de stress, c'est qu'il y a davantage eu de force appliquée à cet endroit-là. Et on a actuellement une série de cas, donc plusieurs cas de fracture de stress au niveau naviculaire qui ont été écrits dans un papier scientifique. Y hay un papel científico en el que se describen esta serie de casos de fracturas de estrés a nivel del hueso navicular, que cuando se da una fractura de estrés es porque hay una mayor carga en ese punto de ahí. Este tipo de calzado cambia la manera, las cargas a nivel de la musculatura intrínseca del pie, cambia las zonas en las que cargamos normalmente y puede que sea por eso. Normalmente cargaríamos más a nivel de antepié y con este tipo de calzado rocker vamos más hacia el medio pie a cargar. Eh, Maintenant, il est normalisé l'usage de ce type de chaussures. Est-ce que tu limiterais, limiter l'utilisation même sur les entraînements? Tu enlèverais ce type de chaussures? Alors, ma recommandation, c'est que si on l'intègre pour performer, parce qu'on est un responder, il faut l'intégrer doucement. Si lo integramos para rendir mejor, hay que integrarlo poco a poco, progresivamente. Al fin y al cabo es un calzado. Mais avant de l'intégrer, pour le prix que la chaussure coûte et sa durabilité, je recommande fortement aux coureurs de tester s'ils sont des responders ou pas. Pero para el precio que vale y el tipo de calzado, yo recomiendo de testar a la persona a ver si responden bien o no a este tipo de calzado. Après, si on veut l'utiliser en performance, il faut l'utiliser à l'entraînement. Si queremos utilizarlo para rendir bien, es verdad que tendremos que utilizarlo también en el entrenamiento. Et ça pourrait être une partie des entraînements, mais qui doit être quand même conséquente, ou ça pourrait être pour l'ensemble des entraînements, comme Kipchoge. Y puede ser utilizado solo en una parte de los entrenamientos para ser consecuente, es decir, vamos a querer competir con ellas,
o para el total de los entrenamientos como Kipchoge. Est-ce que ça répond à la question de Jesus Martinez? Jesús, ¿responde a tu pregunta o me he liado hemos liado algo? Ah, Sí. oui, thanks. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Gracias a todos. De hecho, para mí también hoy ha sido nueva la charla. Normalmente me pasan el PowerPoint y lo traduzco. Esta vez ha sido sorpresa para todos. Très, D'ici, très bon webinaire, Bless. On a appris beaucoup. merci. Eh, Et d'ici à peu près, je dirais 2 mois, nous allons avoir un webinaire en anglais. D'ici un mois, un webinaire en français. Pas un webinaire, excuse, un e-learning qui va être d'à peu près 8 heures où on explore toute la science de la chaussure pour ceux qui sont vraiment intéressés de tout connaître sur la chaussure, autant au niveau performance, prévention des blessures, prescription, l'historique, etc. sí, vamos, hay un e-learning que han estado trabajando y que se va a lanzar de aquí un mes en francés, de aquí 2 meses en inglés, y que son 8 horas sobre el calzado en el que van a detallar todo tipo de estudios y hablar en profundidad sobre todo lo relacionado con el calzado y la carrera a pie. Super. Así que muchas gracias por seguirnos. Mañana os envío el enlace con el webinar por si queréis volverlo a ver. Y gracias por seguirnos. Y próximamente pues intentaremos hacer más webinars de cada año que viene. Ya. Ok, Bless. Bye tout Merci. le monde. Ciao, ciao. Chao.